Alors, on en arrive au dossier 4. Le dossier 4, on va traiter plus des pathologies et du pancréas. Donc, on va traiter des pathologies alcooliques. On arrive avec ce patient donc, de 35 ans, d'origine polonaise, qui habite en France depuis 8 mois, qui vient aux urgences pour douleurs abdominales aiguës. Il vient avec son frère qui, en gros, dit qu'il a déjà eu ces douleurs et qu'à l'époque, on lui avait dit d'arrêter de boire et qu'il avait fait une échographie et qu'on lui avait trouvé un foie gras. Cette fois-ci, les douleurs ont débuté brutalement il y a 6 heures, se sont rapidement révélées très intenses. Il est installé dans un box où il est plié en deux sur son brancard. On a les caractéristiques d'une douleur pancréatique chez ce patient. Il a vomi d'ailleurs à 2 reprises depuis le début des douleurs. Donc on va voir un peu après les caractéristiques de la douleur pancréatique, mais on s'interroge d'abord sur la première question. Quelles étiologies devez-vous toujours évoquer devant une douleur épigastrique aiguë? Alors, cette question, c'est un truc où il ne faut jamais oublier les étiologies cardiovasculaires. Parce que d'abord, en pratique, ça existe. C'est-à-dire un patient qui a mal au ventre et qui en fait un infarctus, ça existe en pratique, ça se voit aux urgences. Et puis en plus, parce que c'est un piège classique, on vous donne une douleur épigastrique et en fait, c'est une douleur d'origine cardiaque. Donc les douleurs d'origine cardiaque, c'est essentiellement l'infarctus qu'il faut évoquer, l'infarctus du myocarde, enfin les syndromes coronariens aigus de manière plus générale. Et qu'est-ce qu'on peut évoquer? On peut évoquer une dissection aortique, on peut évoquer un anévrisme de l'aorte abdominale par exemple. Ensuite, on en vient à ce qui nous intéresse plus, c'est-à-dire les étiologies digestives. Une fois qu'on a éliminé les causes vitales cardiaques, on arrive aux causes digestives. On fait organe par organe, on commence par l'estomac et le duodénum. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'ulcère gastro-duodénal qui fait mal. On peut avoir les complications d'un ulcère, c'est-à-dire la perforation, l'hémorragie. On peut avoir le pancréas ensuite. Le pancréas, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une pancréatite aiguë alcoolique ou lithiasique. On va revenir sur ces deux-là ensuite. Et enfin, la vésicule biliaire, on peut avoir une pathologie lithiasique. On en a beaucoup parlé, j'y reviens pas. Ce qu'on peut retenir de ces 3 catégories d'organes, c'est que chacune a des spécificités dans la douleur. Donc l'interrogatoire, en général, est un très bon élément d'orientation quant au diagnostic. C'est-à-dire que la douleur de l'ulcère, elle est vraiment caractéristique, la douleur pancréatique est caractéristique, la douleur biliaire est caractéristique. Alors, je n'ai pas évoqué les cancers ici, parce qu'un cancer de l'estomac, ça peut faire mal, etc. Le cancer du pancréas aussi, ça peut faire mal, parce qu'en général, c'est rarement très aigu comme ça, en plus c'est un patient jeune, etc. Mais bon, c'est pas mal d'y penser. Donc justement, on en vient à la question 2, quelles sont les caractéristiques des douleurs pancréatiques? Donc les douleurs pancréatiques, comme je vous viens de le dire, elles sont caractéristiques, c'est-à-dire que c'est des douleurs épigastriques, typiquement là, vraiment dans le creux, et c'est des douleurs qui plient en deux, on appelle ça des douleurs transfixiantes parce que la douleur irradie dans le dos, vers l'arrière. Même parfois, il n'y a que cette irradiation, il y a des patients qui disent avoir mal au dos. Ensuite, il y a une position caractéristique, c'est une position en chien de fusil, vous avez le patient en chien de fusil, ça évoque fortement une pancréatite, en tout cas une douleur pancréatique. Les autres éléments de la douleur pancréatique, c'est qu'elle est très intense, et elle est vraiment très souvent très intense, elle est rapidement progressive, il est rare qu'elle arrive tout d'un coup comme un coup de tonnerre, mais elle est rapidement progressive. Et une crise de pancréatite aiguë, ça dure en général quelques heures et ça peut récidiver selon des intervalles plus ou moins courts ou longs qui peuvent aller de quelques jours à quelques années. Dans le cas d'une pancréatite chronique, ça évolue par poussée. La dernière caractéristique, c'est le rythme par rapport à l'alimentation. Alors, ce n'est pas vraiment rythmé par l'alimentation, comme ça peut l'être dans l'ulcère. Par contre, c'est immédiatement aggravé par l'alimentation. C'est-à-dire un patient qui a une pancréatite aiguë, qui a déjà mal et qui va manger, ça va aggraver sa douleur. On arrive à la question numéro 3. Donc, vous réalisez un bilan biologique, vous l'avez sous les yeux. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce bilan biologique? Surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a pas un tout petit syndrome inflammatoire, une CRP un peu élevée. Le bilan hépatique a l'air normal. Par contre, la lipase est à 270 pour une normale inférieure à 35. Donc, quel diagnostic complet on va suspecter et quels examens on va demander en urgence pour le confirmer. Donc, là, j'ai bien dit quel diagnostic complet on va suspecter. Donc, c'est une question complètement différente de quel est votre diagnostic. Parce que quel est votre diagnostic, ça veut dire on donne un diagnostic qui est en gros certain.
Donc là, le diagnostic est facile, c'est le diagnostic de pancréatite aiguë. Hein. Pourquoi? Parce que pancréatite aiguë, c'est douleur plus lipase à 3 fois la normale. Là, on les a, donc le diagnostic est facile. Par contre, quand on vous demande quel est le diagnostic, quel diagnostic complet suspectez-vous, on vous demande de vous mouiller un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va essayer de se mouiller sur l'étiologie, par exemple. Hein, on a plutôt l'impression que c'est une pancréatite d'origine alcoolique. C'est un patient qui a un terrain alcoolique, qui n'a pas de terrain lithiasique. Or, l'alcool et les lithiases biliaires, c'est les deux plus grosses causes de pancréatite aiguë. Donc là, on peut se mouiller sur une pancréatite aiguë d'origine alcoolique. Une autre façon d'appeler la pancréatite aiguë alcoolique, c'est une poussée de pancréatite aiguë sur pancréatite chronique, puisque vous le savez, une pancréatite aiguë dans le cadre de l'alcool, ça ne survient que sur les pancréatites chroniques. D'ailleurs, dans la physiopathologie, ce n'est pas l'alcool qui directement provoque la pancréatite aiguë, mais il va d'abord provoquer une pancréatite chronique, et là, il y aura une obstruction. Donc il y a peu de toxicité directe aiguë sur le pancréas de l'alcool, mais c'est vraiment l'évolution chronique de la pancréatite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire chez ce patient? On a demandé un diagnostic complet et on a demandé de se mouiller un peu. Donc on va en dire un peu plus. On peut dire éventuellement qu'il n'y a pas de critères a priori de gravité précoce, hein, mais bon, ça c'est assez difficile à dire dans la pancréatite parce que ça peut basculer d'un moment à l'autre. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il est éthylique chronique. Ça c'est assez fortement évoqué dans l'énoncé, donc ça évoque le terrain de la pancréatite chronique, et puis aussi qu'il a une stéatose hépatique, hein. Ça c'était un petit piège, un petit bonus on va dire. Il y a marqué qu'il a le foie gras à l'échographie. Le foie gras pour les oies c'est bien, mais pour les humains c'est une maladie qui s'appelle la stéatose hépatique, et qui est associée à l'alcool, et qui peut être aussi associée à d'autres facteurs, hein. Par exemple l'hypercholestérolémie et les facteurs de risque cardiovasculaire, ce qui en fait la première cause de cirrhose aux États-Unis. Donc voilà, là on a donné un diagnostic qui est quand même nettement plus complet que juste pancréatite aiguë. Mais je suis d'accord, on ne peut affirmer que la pancréatite aiguë sur les données qu'on a. Donc justement, c'est la deuxième partie de la question. Quels examens demandez-vous en urgence pour le confirmer? Eh bien, c'est aucun. Pourquoi? Parce que le diagnostic de pancréatite aiguë, il est confirmé par l'association des douleurs épigastriques avec la lipasémie supérieure à 3 fois la normale. Aucun autre signe clinique que la douleur n'est nécessaire au diagnostic de pancréatite aiguë, et aucun autre signe biologique ou aucun autre examen complémentaire n'est nécessaire. Voilà, ça c'est pour le diagnostic de pancréatite aiguë. Deuxièmement, pour le diagnostic de l'étiologie, la conférence de consensus dit qu'il n'y a pas besoin d'examen en urgence pour étayer l'étiologie. Hein. Déjà, le terrain nous oriente fortement, sauf dans une exception, c'est les pancréatites qui pourraient être lithiasiques et et pour lesquels il y a une indication de geste de drainage en urgence. C'est-à-dire en gros les pancréatites très sévères potentiellement lithiasiques et les pancréatites associées à une angiocolite. Parce que dans ce cas-là, il y a un traitement spécifique qui est le drainage, hein, c'est-à-dire le traitement de l'angiocolite qu'on a vu au dossier précédent. Et dans ce cas-là, il faut rechercher l'étiologie en faisant échographie, scanner, tout ce que vous voulez. Voilà, uniquement dans ce cas-là. Sinon, il ne faut pas faire d'examen en plus pour confirmer l'étiologie en urgence. C'est écrit comme ça dans la conférence de consensus. En plus, ici, on a déjà des éléments qui nous orientent fortement vers l'étiologie alcoolique, puisqu'on a le terrain alcoolique, la répétition des douleurs qui évoque une pancréatite chronique, et en plus, il y a un signe biologique qui est assez utile, c'est l'élévation fugace des transaminases, c'est-à-dire que les alates vont être supérieures à 3 fois la normale, voire beaucoup plus, mais de manière très rapide et vont descendre très rapidement. Ça, c'est un signe qui oriente vers l'étiologie lithiasique, très fortement, avec une valeur prédictive positive de 95%. Donc c'est un petit signe, mais ça aide bien. Souvent, il n'est pas présent parce qu'on arrive avant ou après, mais bon, c'est comme ça. J'ai fait doser l'amylasémie. Est-ce faux? Oui, c'est complètement faux. Alors c'est vrai qu'il y a 5 ans, ou je ne sais pas combien, on disait lipase ou amylase, parfois on disait lipase et amylase. Maintenant, il y a alors je ne sais pas si c'est un consensus ou un mémo de la HCS, je ne sais plus, mais il y a eu une conférence d'experts uniquement sur ce sujet-là, en 2009, qui est sortie, qui dit clairement le dosage de l'amylasémie n'a pas de place dans le diagnostic de pancréatite aiguë. Voilà. C'est simple. Pourquoi? Parce que c'est un moins bon examen que la lipase. Donc, il n'y a pas d'intérêt.
D'accord. J'ai aussi demandé un ASP à la recherche de calcification pancréatique pour confirmer la PCC. Est-ce faux aussi? Alors c'est pas faux. C'est pas faux parce que effectivement, si on voit des calcifications dans le pancréas sur l'ASP, ça c'est une PCC. Bon, maintenant c'est vrai que c'est pas très spécifique parce que les calcifications on les voit en face, mais à l'ASP c'est toujours vu qu'on voit pas le pancréas, c'est toujours difficile de dire si elles sont dans le pancréas ou pas. Et la deuxième raison, oui, c'est pas très sensible non plus, hein, souvent on les voit pas, on voit pas de calcification, on n'en voit pas toujours dans la pancréatite calcifiante. Et surtout, en fait, donc ça, c'est pourquoi ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et en fait, la conférence de consensus de l'HAS dit même qu'il ne faut pas le faire, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse vous compter faux si vous le fassiez, parce que c'est un examen simple, peu coûteux et qui peut amener une orientation. Mais l'HAS dit qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique de la pancréatite chronique alcoolique. Donc il n'y a aucun intérêt à le faire en urgence. Il n'y a aucun intérêt à rechercher en urgence une pancréatite chronique, puisque ça ne changera pas la thérapeutique finalement. Donc, je ne pense pas que ce soit faux de le mettre, mais ça ne sera jamais coté dans le diagnostic de pancréatite aiguë, parce que dans la HAS, ils disent qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Alors, voilà pour le diagnostic. On arrive à la question suivante, numéro 4, qui porte sur la gravité. Donc, l'évaluation de la gravité. Alors ça aussi, tout ce que je vous dis sur la pancréatite aiguë, c'est très codifié. Il y a donc cette conférence de consensus qui date, je crois, maintenant de 2001, plus le petit addendum de 2009 dont je vous ai parlé. Donc c'est aussi des choses qui peuvent tomber assez facilement. Et donc, dans la conférence de consensus, les critères de gravité retenus, c'est les suivants. C'est le terrain, âge plus de 80 ans, l'obésité avec un BMI supérieur à 30 et les insuffisances d'organes préexistantes, donc les comorbidités. Ça, c'est bien à savoir, hein, les critères de gravité. Ensuite, il y a les scores clinico-biologiques non spécifiques, les défaillances d'organes, si le patient a une insuffisance rénale ou quelque chose. Voilà. Les scores de réanimation type APAGE, bon, ça c'est non spécifique, donc c'est les scores de réanimation. Troisièmement, c'est les scores spécifiques. Il y a le score de Ronson. Alors ça, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que de l'apprendre par cœur. Il y a un petit moyen mnémotechnique que vous connaissez tous, qui est GALA-Bush. Hein. Donc il y a GALA, c'est le bilan que vous faites à H0, et il y a Bush, qui est le bilan que vous faites à 48 heures d'hospitalisation. Je vous laisse apprendre chacun des éléments. Malheureusement, il faut le savoir. Il y a le score d'Imri, qui est un peu la même chose modifié. Bon, il n'y a pas besoin de le savoir. Et le seuil qui est retenu comme critère de gravité, c'est un Ronson supérieur à 3, strictement supérieur à 3, dans la conférence de consensus. Ensuite, il y a le score morphologique. Donc, il y a plusieurs scores morphologiques qui ont été décrits. Maintenant, celui qui est validé, c'est le Balthazar. C'est vrai qu'on entend souvent parler d'autres scores, et il y en a même qui ont été validés comme étant mieux que le Balthazar, mais pas dans les conférences de consensus. Et puis en pratique, c'est vrai qu'on utilise toujours le Balthazar parce que c'est un score assez simple, qu'on connaît tous, et voilà. Donc dans le consensus, c'est le Balthazar pour l'instant, donc il faut connaître le Balthazar, qui évalue d'une part la présence de coulée de nécrose, et d'autre part le pourcentage de nécrose pancréatique. Donc sur la présence d'une coulée de nécrose, il y a A, c'est un pancréas normal, B, c'est c'est quand il y a un œdème pancréatique, B, c'est quand il y a un rehaussement péripancréatique, une inflammation péripancréatique, C, quand il y a un œdème pancréatique, D, une coulée de nécrose, Balthazar, E, quand il y a plusieurs coulées de nécrose ou qu'elles ont l'air surinfectées parce qu'il y a des bulles dedans. Voilà pour le score de Balthazar. Et la deuxième partie du score de Balthazar, c'est le pourcentage de nécrose pancréatique qui va rajouter des points en fonction de s'il y a beaucoup de parenchymes nécrosés ou pas. Le dernier élément de gravité dans la conférence de consensus retenue, c'est un élément biologique qui n'est pas dans le Ronson, c'est la CRP, qu'il faut doser à 48 heures. Si elle est supérieure à 150, c'est considéré comme un facteur de gravité indépendant. Pourquoi ne faut-il pas faire de TDM à l'arrivée? Alors, pourquoi il ne faut pas faire de TDM à l'arrivée? Parce que le scanner à l'arrivée, il va sous-estimer les lésions. C'est-à-dire que si vous faites le score de Balthazar, il a été validé pour... c'est un score pronostique qui a été validé pour un scanner fait à 48-72 heures des lésions. Il n'a pas été validé pour un scanner fait à l'entrée des lésions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les lésions radiologiques sont retardées par rapport aux douleurs. Donc si vous faites un scanner immédiatement,
Eh ben, vous pouvez tout simplement sous-estimer les lésions. Et il est fréquent qu'on vous dise c'est un patient pas grave, il est Balthazar A. En fait, vous le voyez se compliquer, vous lui refaites un scanner, vous apercevez qu'il est Balthazar, il est passé Balthazar D ou voire E. Donc, on va complètement sous-estimer les lésions si on fait le scanner trop précocement. Ça pose un problème pratique parce que souvent aux urgences, c'est vrai que voilà, on a le scanner facile et le scanner est fait dès l'arrivée aux urgences. Et dans ce cas-là, on a toujours le problème, est-ce qu'on le refait à 48 heures ou est-ce qu'on ne le refait pas? Donc c'est un vrai problème. Et si vraiment on n'a pas de doute diagnostique, il ne faut pas le faire à l'arrivée. Hein. Il ne faut le faire que si on a de doute diagnostique. Et il faut le faire à 48 ou 72 heures. Pour ne pas sous-estimer les lésions. On passe à la question suivante, la question numéro 5. Donc le patient se remet de cet épisode. Mais il continue à boire et voilà, vous le revoyez en consultation. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire concernant l'évolution de sa pathologie pancréatique? Donc les risques évolutifs de la pathologie pancréatique, c'est d'une part la répétition des poussées aiguës. Hein, il va y avoir des poussées aiguës répétées. Tant qu'il y aura du pancréas, il peut y avoir des poussées aiguës. Avec chaque fois leurs risques. Donc les risques des poussées aiguës, on va d'abord voir ça. Les risques des poussées aiguës, c'est la nécrose. La nécrose, en plus, elle peut s'infecter. La surinfection de nécrose, c'est très grave et ça peut conduire au décès. Hein. Donc ça, c'est un mode d'évolution de la pancréatite aiguë et donc de la pancréatite chronique. Et concernant la nécrose, donc après, on a deux compartiments. On a la nécrose qui peut évoluer de manière chronique, hein, c'est-à-dire former des pseudokystes. Elle va s'organiser en pseudokystes. Et les pseudokystes eux-mêmes peuvent entraîner des complications de compression et parfois se surinfecter secondairement. Ou alors entraîner des douleurs, ou ils peuvent se fistuliser aussi. Enfin, il peut y avoir des complications des pseudokystes. Ça, c'est pour la nécrose. Et deuxièmement, l'autre partie du pancréas, c'est le parenchyme sain. Le parenchyme sain, à chaque fois qu'on fait une pancréatite aiguë, il y en a un peu moins, ce qui fait qu'on va faire de moins en moins de pancréatite aiguë. Hein. Moins il y a de parenchyme, moins on a de risque de faire de pancréatite. Mais qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner donc une insuffisance pancréatique qui peut être exocrine, donc la diarrhée, ou endocrine, le diabète. Enfin, la dernière complication qu'on peut évoquer dans l'évolution de la pancréatite chronique, il y a aussi un surrisque de cancer du pancréas. C'est le cas à chaque fois qu'il y a une inflammation chronique dans un organe, il y a un surrisque de cancer. C'est le cas pour la pancréatite chronique alcoolique, il y a un surrisque de cancer du pancréas. On passe à la question numéro 6. Donc, vous ne revoyez plus le patient pendant quelques années. Vous pensez que c'est bon signe et en fait, vous le retrouvez plusieurs années dans un autre hôpital où il a continué d'aller. Alors vous venez changer de poste. Le motif de consultation du jour, c'est un ventre qui est gonflé. À l'examen clinique, il a un abdomen légèrement tendu, une matité déclive des flancs, examen cardio-pulmonaire sans particularité. Donc, quel est le signe présenté par le patient? Quels autres signes il faut rechercher en rapport avec celui-ci? Et quels diagnostics font-ils suspecter chez ce patient? Bon, je vais répondre à la première et à la dernière partie d'abord. Le signe présenté, c'est facile. Hein, matité déclive abdominale, c'est facile, ça s'appelle l'ascite. Ça, vous le savez tous. Quel diagnostic il faut suspecter? Bon, les deux grands diagnostics d'acide, c'est l'échocardio, l'insuffisance cardiaque, qui n'est pas le cas ici parce qu'il n'a pas le terrain et en plus on vous dit que l'examen cardio-pulmonaire est normal. La deuxième grande cause, c'est la cirrhose. Donc effectivement, là on est plutôt orienté vers une cirrhose alcoolique. Donc quel diagnostic on suspecte une cirrhose alcoolique. Après il y a la troisième grande cause, c'est le cancer avec la carcinose péritonéale. Mais ça n'a pas l'air d'être le contexte là, c'est un patient plutôt jeune, voilà. On a vraiment quand même une forte orientation vers l'alcool et vers la cirrhose alcoolique. Donc j'en viens à la deuxième partie de la question qui sont les autres signes à rechercher en rapport avec l'acide. Quels sont les signes de cirrhose en gros? Ça c'est de la sémiologie. On peut les classer globalement en deux groupes. Les signes d'insuffisance hépatocellulaire et les signes d'hypertension portale. Donc les signes d'insuffisance hépatocellulaire, c'est l'asthénie, l'ictère. Ensuite il y a l'encéphalopathie hépatique qui se divise en 3 stades. Donc, ce qui est particulier de l'encéphalopathie hépatique, c'est qu'elle varie dans le temps. Vous voyez souvent des patients qui, à une certaine heure de la journée, vont être parfaitement conscients et après, ils vont complètement débloquer.
Donc les 3 stades, premier stade, c'est l'astérixis. Donc le tremblement d'extrémité, en fait, c'est pas vraiment un tremblement, mais c'est lorsqu'il y a une tension musculaire, vous allez avoir une perte du tonus. Ça va faire comme ça, tout d'un coup. Et puis il va reprendre le tonus. Donc ça s'appelle l'astérixis. Il peut y avoir aussi un ralentissement psychomoteur dans ce stade 1. Le stade 2, c'est les troubles de la conscience de type confusion. Et stade 3, c'est le stade de coma. Il y a aussi un autre signe qui signe l'encéphalopathie, c'est le fetor hepaticus, mais bon, ça c'est historique, on va dire. L'autre catégorie de signes, c'est les manifestations cutanées. Donc les manifestations cutanées de l'insuffisance hépatique, c'est les angiomes stellaires, l'érythrospalmaire, c'est l'hypocratisme digital, hein, avec le bout des doigts qui est un peu plus gros, hein, on dit en baguette de tambour, et les ongles blancs et qui apparaissent blancs, striés, et voilà. L'autre catégorie de signes, c'est les manifestations endocriniennes, donc c'est un peu l'inverse, hein, de ce que vous devriez avoir normalement. Ça veut dire que chez l'homme, il va y avoir des signes de féminisation, il va avoir une perte de la pilosité, il va avoir la gynécomastie, qui est un signe assez fréquent. Il peut y avoir une atrophie testiculaire. Et chez la femme, c'est le contraire, c'est on va dire une hominisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des poids, enfin il va y avoir une pilosité plus forte, et puis il va y avoir surtout une atrophie mammaire et une aménorrhée et une stérilité. Hein. Ça induit très fréquemment même ces manifestations. Toujours dans l'insuffisance hépatique, il y a les syndromes hémorragiques, hein, qui est dû à la baisse de TP et à la consommation des facteurs de coagulation, et il y a les syndromes infectieux, parce qu'il y a une immunodéficience acquise. Deuxième catégorie de signes, c'est les signes d'insuffisance portale. Donc j'ai mis ici l'acite, mais c'est un peu un mécanisme mixte. Il y a la circulation veineuse collatérale, qui est due à l'hypertension portale. Je vous ai expliqué tout à l'heure les chintes que ça faisait pour les varices œsophagiennes. C'est le même mécanisme pour les veines de la circulation abdominale. Donc ça fait une circulation veineuse collatérale. Et il y a la splénomégalie, qui est aussi un signe d'hypertension portale. Dernière catégorie de signes que j'ai oublié, qui appartient ni à l'une ni à l'autre, c'est un foie dur à bord tranchant. Ça, c'est le foie, le foie qui est fibrosé. Donc, on a un foie dur et à bord tranchant quand on palpe le foie. Quelle est la physiopathologie de l'acite ? Alors, l'acite dans la cirrhose, elle est issue, donc comme je vous l'ai dit, moi je l'ai classée dans l'hypertension portale parce que ça paraît, instinctivement, ça paraît mieux. C'est-à-dire qu'il y a un bloc portal, donc ça pousse derrière, il y a une hyperpression dans les vaisseaux portes, donc il y a de l'eau qui sort. Ça c'est instinctif, mais en fait ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est un mécanisme mixte qui associe l'insuffisance hépatique, l'hypertension portale et l'hypoalbuminémie. Alors pourquoi ? Alors en fait, l'hypertension portale, je vous ai dit, il y a des voies de dérivation, donc tout le sang ne passera pas par le foie. Donc il n'y aura pas l'épuration hépatique pour tout le sang. Donc il y a une diminution de l'épuration hépatique par ce biais-là, et aussi par le biais de l'insuffisance hépatique, le foie fonctionne moins bien, donc même le sang qui passe dans le foie sera moins bien épuré. Ce qui fait qu'il va y avoir dans le sang des substances vasodilatatrices qui vont s'accumuler parce qu'elles ne seront pas épurées. Et donc ces substances vasodilatatrices vont provoquer en fait une hypovolémie efficace. Cette hypovolémie efficace va activer le système rénine-angiotensine, et la conséquence, c'est une rétention hydrosodée. Il se trouve que dans la cirrhose, cette rétention hydrosodée est surtout concentrée dans le péritoine. Après, les conséquences suivantes, ça sera le syndrome hépatorénal et des actions sur d'autres organes, mais d'abord c'est dans le péritoine. Et enfin, le dernier mécanisme qui peut participer à l'acite, c'est l'hypoalbuminémie. Pourquoi ? Ça c'est une question de pression osmolaire. S'il y a moins d'albumine dans le sang, l'albumine c'est une grosse partie des protéines dans le sang, donc s'il y a moins d'albumine dans le sang, il va y avoir une fuite plasmatique du fait de l'hyposmolarité. On en arrive à la question numéro 7. On retrouve des nombreux signes de cirrhose et le patient présente un examen strictement normal, neurologiquement, je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas d'encéphalopathie hépatique. La biologie, vous l'avez sous les yeux, et donc comment est-ce qu'on évalue le stade de la maladie présentée par le patient ? Ça, c'est une question de cours, c'est le score de Child. Le score de Child, il est vieux, mais il est toujours utilisé et très bon. Il y a un autre score de gravité de la cirrhose qui est le score MELD, mais que vous n'avez pas à savoir parce qu'on l'utilise en transplantation pour les indications de transplantation.
Voilà, le score de Child est celui que vous devez savoir, qui réside en 5 éléments. Le premier, c'est l'acide. S'il n'y a pas d'acide, c'est 1 point. C'est toujours 1, 2 ou 3. Pas d'acide, c'est 1 point. Acide de moyenne abondance contrôlé par diurétique, 2 points. Et acide de grande abondance, 3 points. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'encéphalopathie. Pas d'encéphalopathie, 1. S'il y a une encéphalopathie de stade 1 ou 2, comme je les ai décrits précédemment, ça fait 2 points. Et s'il y a une encéphalopathie de stade 3, c'est-à-dire un coma, ça fait 3 points. Le troisième élément, c'est biologique, c'est le TP. Donc un TP inférieur à 40%, ça fait 3 points. Entre 40 et 50%, ça fait 2 points. Et plus de 50%, ça fait 1 point, c'est-à-dire normal. Bilirubine, inférieur à 35, 1 point. 35-50, 2 points. Et plus de 50, 3 points. Et enfin, le dernier élément, l'albumine plasmatique. En dessous de 28, c'est strictement inférieur à 28, c'est 3 points. Entre 28 et 35, c'est 2 points. Et au-dessus de 35, c'est 1 point. Donc ici, c'était 28, donc ça faisait 2 points. Si vous faites le calcul chez ce patient, faites-le et vous verrez que ça fait, on totalise 9 points. Donc ça fait une cirrhose de Child B9. Puisque quand on a 9 points, on est classé dans les Child B. On passe à la question suivante, la question 8. On conseille à monsieur d'arrêter la boisson, mais il est adressé un peu plus tard par son médecin traitant pour une altération de l'état général et une oligurie. On a un bilan biologique qui montre ce que vous voyez, avec notamment des signes d'insuffisance hépatique, etc. Mais surtout une insuffisance rénale avec une créatinine élevée, sachant qu'il y a 15 jours avant, elle était pas élevée. Vous suspectez un syndrome hépatorénal de type 1, sur quels arguments et comment confirmer ce diagnostic? Alors je vais aller vite sur cette question. Vous verrez dans la correction qu'il y a pas mal de choses écrites, mais c'est une question un petit peu difficile, surtout en D2. Voilà, mais c'est à peu près la seule question un petit peu plus difficile, mais ça reste une question de cours, hein, c'est des définitions. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est syndrome hépatorénal, c'est une insuffisance rénale liée à l'hypertension portale. Type 1, ça s'installe rapidement, en moins de 15 jours, il y a des critères précis que je vous ai marqués. Type 2, c'est une évolution plus chronique. Ensuite, dans la définition du syndrome hépatorénal, il faut que ça soit un profil fonctionnel. Donc, il y a tous les éléments du profil fonctionnel qui sont décrits dans la correction. Et il faut éliminer une autre cause, notamment d'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de sepsis ou d'autres causes de choc. Et il faut éliminer aussi, évidemment, une cause organique en faisant une échographie. Donc voilà, vous verrez dans la correction plus précisément, mais c'est vrai que le syndrome hépatorénal, c'est une complication de la cirrhose un petit peu plus spécialisée, donc moins à connaître que les autres. Le but de cette question était d'introduire la suivante, où on va voir les complications par contre que vous devez connaître. C'est quel facteur déclenchant cet épisode devez-vous rechercher? Donc ça, en cas de décompensation de cirrhose, il faut toujours rechercher des facteurs décompensants. Et c'est ce que je demande à la question 9, c'est de rechercher les facteurs décompensant la cirrhose. Donc ce à toujours rechercher, c'est une infection de liquide d'acide. Hein. Donc ça se fait par une ponction de l'acide à visée exploratrice. Et le diagnostic est porté par un nombre de polynucléaires neutrophiles supérieur à 250 dans l'acide. Voilà, c'est le seul élément diagnostique. On ne cherche pas des bactéries, etc. Enfin, il faut chercher des bactéries pour adapter le traitement, mais ce n'est pas un critère diagnostique. Deuxième facteur de décompensant, c'est la prise de médicaments hépatotoxiques. Ensuite, la prise d'autres toxiques, par exemple l'alcool. Hein, c'est assez fréquent que les cirrhotiques fassent des hépatites alcooliques aiguës en continuant à boire. L'apparition d'un carcinome hépatocellulaire, bien qu'en général ça ne donne pas de décompensation très aiguë, hein, c'est plutôt une décompensation plus chronique. Et enfin, l'hémorragie digestive, qui peut être parlante comme on l'a vu tout à l'heure, mais qui peut être aussi passée inaperçue. On peut avoir des varices qui saignent sans que ça soit extériorisé. Donc il faut aussi savoir rechercher, s'il y a le moindre doute à l'hémoglobine, on fera une fibro pour rechercher. Donc ça, c'est vraiment les 5 facteurs déclenchants à rechercher devant toute décompensation de cirrhose. Voilà, surtout l'infection de liquide d'acide. Donc, si on revient sur les points clés de ce dossier, pour lequel j'ai fini, alors sur les douleurs épigastriques, le point clé, c'était de penser aux douleurs d'origine cardiaque. Et le deuxième point clé, c'est de se souvenir que finalement, chaque organe a des spécificités dans ses douleurs. Et en fait, l'interrogatoire suffit souvent à orienter le diagnostic vers un organe. Concernant les pancréatites aiguës, le point clé, c'est facile, c'est que c'est consensuel. Donc vous allez voir la conférence de consensus et elle peut vous servir comme base de cours. Hein, elle est vraiment très très claire pour le coup, cette conférence de consensus. Et il y a tout du diagnostic au traitement.
Concernant la cirrhose, c'est pareil, c'est assez consensualisé. Il y a plusieurs conférences de consensus sur la cirrhose, et notamment une qui est très bien faite sur les complications. En 2-3 pages de consensus, ils reprennent l'ensemble des complications sur une fiche de synthèse. Donc c'est aussi un consensus que je vous invite à aller voir. Bon, c'est peut-être un peu court pour servir de cours, mais ça peut servir de base et de référence. Donc voilà pour ce dossier de maladies alcooliques.